bonjour, vous allez bien? Je ne sais pas si ni hao ça veut dire merci ou si ça veut dire bonjour, mais je pense que ça veut dire merci. Alors bonjour chez vous et bienvenue sur Matin d'Éden. Ce matin, la pêche ou pas? Non. Bon, pour certains c'est oui, pour d'autres c'est non. Tous ceux qui ont répondu non à cette question, vous inquiétez pas, Papa Noël passe bientôt par chez vous. Vous distribuez tous les cadeaux que vous auriez demandé. Vous avez demandé de l'argent? Oui, à ça tout le monde répond oui, assurément. Vous inquiétez pas, vous en aurez. Vous avez pris le rendez-vous du bulletin d'information sur Matin d'Éden. Le directeur de cabinet du ministre d'État chargé du plan et du développement a procédé ce jeudi 12 décembre 2019 à l'ouverture des travaux de l'atelier de validation du rapport national de spatialisation des cibles prioritaires des ODD, objectifs du développement, c'était en présence des partenaires techniques et financiers, préfets et autres acteurs des ODD, Aristide Setti et Damien Pedro. C'est un processus qui a duré près de 5 mois. Un processus au cours duquel les élus locaux, mairies et préfectures ont défini en lien avec les plans de développement communal et plans annuels des communes les cibles qui, au regard de leurs inspirations, réalités, sont prioritaires pour leur commune. Au cours de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du rapport national de spatialisation des cibles prioritaires des objectifs de développement durable ODD, la Direction générale de la coordination et du suivi revient sur la nécessité de ce rapport. Le ministère du Plan et du Développement, à travers la Direction générale de la coordination et du suivi des ODD, a conduit le processus de spatialisation des cibles prioritaires ODD avec l'implication de tous les acteurs centraux, départementaux, communaux et les organisations de la société civile, et les résultats vous seront présentés au cours du présent atelier. L'exercice de spécification et de spatialisation des cibles prioritaires des ODD était nécessaire pour prendre en compte les réalités et les besoins spécifiques des communes et permettre aux acteurs locaux et déconcentrés de jouer le rôle capital qui leur est dévolu dans le cadre de la mise en œuvre des ODD pour répondre au mieux au principe de ne laisser personne de côté. Pour les partenaires techniques et financiers, la mise en œuvre des recommandations du dit rapport nécessite l'implication de tous les gouvernants. Nous le savons, l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable constituent le plan d'action mondial en faveur de l'éradication de l'extrême pauvreté, de la recherche de la prospérité pour tous, de la paix et de la protection de la planète. Leur mise en œuvre se fait à la fois au niveau national et local. Ils ont nécessairement une forte dimension locale, essentielle à sa réussite, d'où l'importance et la centralité du rôle des collectivités locales, des régions, des villes, des municipalités dans le processus de mise en œuvre de ces objectifs. Après avoir salué la qualité du travail abattu par tous les acteurs impliqués dans le processus de l'élaboration du rapport, le directeur de cabinet du ministre d'État chargé du plan et du développement est revenu sur les objectifs de cet atelier. L'objectif du présent atelier est donc de procéder à l'amélioration de dit rapport et de le valider. Vous aurez donc à examiner, à enrichir en toute objectivité sur la base de vos expertises et des rapports des ateliers techniques départementaux de ce rapport à l'effet de le rendre disponible. Il constituera donc un instrument d'accélération des actions allant dans le sens de l'opérationnalisation des ODD au niveau local et permettra de renforcer les mécanismes de collaboration et de coordination pour soutenir la mise en œuvre des cibles priorisées dans le pays. Aussi, permettra-t-il d'identifier et d'élaborer des projets spécifiques répondant aux défis locaux pour la réalisation de l'agenda 2030. Présent dans plus de 177 pays et territoires, le PNUD offre une perspective mondiale et des communes locales au service des peuples et des nations.
La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a signé une convention cadre avec la Chambre européenne du commerce du Bénin. L'objectif est de faire la promotion des produits Made in Bénin, une cérémonie au cours de laquelle des produits locaux ont été présentés au public. Le point avec Laurent Roland-Tonné-Ikes et Romaric de Vauchy. Les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, ont abrité ce mercredi la cérémonie de lancement officiel de la convention cadre de partenariat entre l'institution consulaire et Eurocham, la Chambre européenne de commerce au Bénin. Cette convention cadre permettra de contribuer de façon concertée au développement économique du Bénin. Donc Eurocham, la Chambre de commerce européenne, a pour vocation de représenter la communauté d'affaires européenne au Bénin, veut dire que c'est une double interface. D'une part, on représente les entreprises européennes qui exercent au Bénin. D'autre part aussi, on représente les sociétés béninoises qui opèrent sur le marché européen. C'est une chambre qui a été créée en 2016, qui a commencé ses activités en 2018. Outre cette convention signée avec Eurocham, le Made in Bénin consiste à promouvoir des start-up, mais également les PME et PMI. C'est un événement de promotion des produits locaux. Donc c'est un événement de Made in Bénin qui réunit une dizaine d'entreprises béninoises. Et nous avons voulu exposer ces entreprises-là, ce qu'elles font et comment elles peuvent se connecter avec d'autres entreprises, comment elles peuvent déjà faire savoir leurs produits aux consommateurs et leur ouvrir aussi des opportunités de profiter des partenariats que la Chambre a établis avec diverses institutions. Parmi les partenaires, acteurs de la signature de cette convention, se trouve Move Bénin, qui était aussi représenté pour la circonstance. À travers cette convention, Eurocham et la CCIB entendent booster les opérateurs économiques béninois en positionnant leurs produits sur le marché européen. On est sur les mêmes axes, donc ce partenariat a tout son sens et toute sa valeur. Comme je l'ai dit, d'une part, la CCIB qui représente l'ensemble des acteurs des entreprises au Bénin et d'autre part, Eurocham qui peut également faire l'interface entre ces acteurs présents au Bénin, mais aussi les acteurs béninois présents sur les marchés européens. Tour à tour, les 10 entreprises exposantes ont présenté leurs produits Made in Bénin, des produits alimentaires qui allient originalité et protection de la santé des consommateurs. Lancés le mardi dernier, les travaux de la 3e édition des Journées nationales de la gouvernance ont été clôturés. Ce mercredi, plusieurs recommandations ont été prises. Nous vous proposons ici de suivre un extrait de ces recommandations au micro de Laurent Roland-Tonné-Ikes. 1. Renforcer les compétences des acteurs du sous-secteur des enseignements maternels en termes d'éducation à la citoyenneté. 2. Adapter la production des masses médias à l'âge des enfants du maternel et du primaire. 3. Il s'agit d'introduire dans les curricula d'éducation civique des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle. Je reprends, introduit dans les curricula l'éducation civique dans les enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. 4e recommandation. Il faut impliquer davantage les acteurs du système éducatif. 5e recommandation. Varier et optimiser les alternatives éducatives pour que les déscolarisés ne tombent pas dans les rues. Créer des clubs d'éveil à l'éducation citoyenne en s'appuyant sur l'existant, notamment les points focaux déjà installés par la NSC et les centres partenaires du FONAC et de l'ONG ALCRE. Créer un concours d'art oratoire sur la citoyenneté et donc distinguer annuellement les 3 meilleurs. Créer un site dédié à la citoyenneté. Créer une journée nationale universitaire de la citoyenneté. Le changement de mentalité à tous les niveaux
est capitale pour lutter efficacement contre la corruption. L'éducation à la citoyenneté doit également prendre en compte les enfants déscolarisés qui se trouvent pour la plupart dans les rues, dans les marchés. L'éducation à la citoyenneté doit aussi prendre en compte les milieux carcéraux. Un dernier élément avant de clôturer ce bulletin d'information. Intéressons-nous à présent au Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 11 décembre 2019 en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises ainsi que près d'une trentaine de nominations. Suivez ici un extrait du compte rendu du ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Alain Oula. Au titre des mesures normatives, gestion de la transhumance nationale en République du Bénin. Les mesures énergiques prises par le gouvernement ces 3 dernières années ont permis de limiter considérablement les effets pervers du phénomène de la transhumance. Ainsi, le nombre de victimes est en baisse continue. Dans le but de maintenir et d'optimiser cette bonne tendance, le Conseil a décidé de réorganiser la transhumance des animaux à l'intérieur du territoire national qui sera, pour la circonstance, subdivisée en 2 zones. La première part de la côte jusqu'à la latitude nord de la commune de Dassa-Zoumé et est dorénavant réservée aux seuls troupeaux d'éleveurs nationaux établis au Bénin. La seconde va de la latitude sud de la commune de Glazoué et s'étend jusqu'aux frontières nord de notre pays et est également réservé au même cheptel. Au-delà de la réorganisation de la transhumance, cette mesure vise à promouvoir un nouveau type d'élevage dans notre pays pour garantir plus de sécurité et de rentabilité aux éleveurs. Les ministres intéressés par la mise en œuvre de cette mesure accompliront toutes les diligences nécessaires à cet effet. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères du numérique et de la digitalisation, de la communication et de la poste, ainsi que du cadre de vie et du développement durable. Au titre des communications, paiement des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement du projet d'aménagement et de bitumage des routes Porto Novo à Kpo-Misrete et Kpobé à Diawéré-Wenhi. À l'issue des travaux de la commission mise en place aux fins de recenser les personnes physiques et ou morales concernées par la libération de l'emprise du projet, 241 sinistrés ont été répertoriés. Les montants à allouer à ces personnes affectées par le projet ont été définis conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur en la matière. Les ministres impliqués dans la réalisation des travaux prendront les dispositions utiles pour le paiement des indemnités et la libération effective de l'emprise de ces routes en vue de la poursuite diligente des travaux. Dispositions pour la réalisation des prestations de salubrité et l'élimination des dépotoirs sauvages de déchets dans les communes du Grand Nokoué. L'appel d'offres lancé à cette fin a conduit à l'attribution de 23 lots sur les 42 constitués. En approuvant le compte rendu du dit appel d'offres, le Conseil a autorisé le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, à travers la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué SGDS-GN, a contracté pour une durée de 3 ans avec la quinzaine d'entreprises adjudicataires. Pour les 19 lots non attribués, le même ministre est autorisé à contracter via la même société avec 19 différentes entreprises pour la même durée de 3 ans. Enfin, et suivant la même démarche, le ministre est autorisé à contracter avec diverses sociétés pour la destruction des dépotoirs sauvages de déchets ménagers dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semepoudi. Au total,
Au titre de la salubrité, l'objectif visé est d'assurer une propreté intégrale de ces villes à travers 2 sous-composantes. Le balayage et le désensablement des voies de circulation, le désherbage des abords des voies et des places publiques, puis la destruction des dépôts sauvages de déchets. Par cette opération, il s'agit pour le gouvernement d'assainir le cadre de vie des populations pour le rendre plus agréable et de mettre fin aux désagréments découlant de la mauvaise gestion des déchets ménagers. En somme, la finalité de ces prestations d'envergure est de refondre, en vue de la moderniser, la gestion des déchets dans les grosses agglomérations à travers l'élimination des stigmates du passé et la destruction des dépôts sauvages qui se sont constitués au fil des années. À terme, les 5 villes du Grand Nokoué seront donc débarrassées de près d'1 millier de points noirs dont certains jalonnent nos berges lagunaires, compromettant ainsi leur attractivité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Mori Agua. C'est toujours un plaisir de vous suivre, justement, surtout quand vous dites ce que vous savez en off. Alors, à présent, légère pause pub et on revient juste pour vous. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue des titres de ce vendredi. Nous sommes 13 décembre 2019. La Nation, en sa manchette, écrit « Construction de 9 marchés urbains, 32 milliards de francs CFA pour moderniser plutôt Cotonou ». 8e édition de la quinzaine nationale pour l'emploi, des opportunités d'emploi dans 42 entreprises. Titre aujourd'hui. La Nation également, réunion du comité d'orientation et de suivi de ProEduc, les acquis du projet passé au peigne fin. À la une du quotidien Fraternité, c'est le journal de Ménotin, le professeur Ronloncourt sur la soutenabilité de la dette, revoir les critères est une opportunité pour l'investissement, écrit aujourd'hui. Et le journal Fraternité a ça une décision DCC 19532. Les 7 sages condamnent les présidents Hongwedi et Vlavonou. C'est bien Fraternité qui en parle. 2 braqueurs neutralisés à Godomé, des armes saisies. C'est un autre titre qui retient notre attention à la une de Fraternité. Alors que le matinal parle de la quinzaine nationale de l'emploi. La NPE distribue 1704 offres aux jeunes. Publication des pétitions et des décisions au Parlement. Hongwedi et Vlavonou ont méconnu la Constitution, écrit aujourd'hui Fraternité. La presse du jour s'intéresse à la décision DCC 19-532 du 12 décembre 2019. La Cour constitutionnelle relève un manquement de Hongwedi et de Vlavonou, élimination des dépotoirs sauvages de déchets dans le Grand Nokoué. Les dispositions pour la réalisation validées en Conseil des ministres.
Voilà ce qu'on retient du journal La Presse du jour, alors que la dépêche s'affiche et en manchette écrit « Interdit d'antenne depuis 7 mois à l'ORTB ». Que reproche-t-on au journaliste Kendoro? Une grande interrogation à la une du quotidien La Dépêche. Révision de la loi fondamentale, l'USL prône le retour à la constitution originelle du 11 décembre 1990, écrit aujourd'hui La Dépêche, qui rappelle qu'en ce qui concerne l'animation de la vie politique, le parti Restaurer l'Espoir célèbre ses 13 années d'existence. Dynamisme Info, de façon dynamique, ce vendredi, mentionne dans sa manchette « Gouvernance au Bénin en 2019, des reculs contre peu d'avancées », quoi savoir le journal 2020 pour le changement de paradigme. Et puis à la une du quotidien Dynamisme Info, consultation annuelle du FA-TOFA, le rendez-vous originel des prédictions pour demain, nous informe le journal. Confusion de rôle au sein du parti de l'ex-chef de l'État, Achade Rumpe, partagé entre porte-parole légale et porte-parole de fait. C'est une interrogation du quotidien Dynamisme Info qui également s'intéresse à cette condamnation pour violation de la Constitution. Le président de la 8e législature, déjà dans la nasse de la Cour. Titre Dynamisme Info pour plus de précisions à la page 4. Le Bénin, le Béninois libéré, parle du Parlement de la CEDEAO au sujet des révisions de constitution très inspirées. L'honorable Bangba propose le modèle talon à tous les pays africains. Adhésion des grands partis aux initiatives du leader Jacques Ayadi, le Mouel Bénin, jeune mais vieux. Titre aujourd'hui le Béninois libéré. Et puis Salon de l'emploi et des compétences, SALEC 2019, Kérékou montre le chemin de l'emploi à 1704 jeunes, écrit aujourd'hui le Béninois libéré, alors que le pays émergent parle de la révision en catimini de la Constitution du Bénin et titre l'appel de la diaspora USL pour le retour à la Constitution originelle du 11 décembre 1990. Le journal également parle de lenteur dans les préparatifs du 50e championnat du monde de pétanque 2022 au Bénin. Le président de la CASB met les membres du comité d'organisation devant leurs responsabilités. Idrissou Ibrahima, l'inertie ne rime pas avec l'inefficacité. Le challenge à présent parle de cette visite à la mairie de Boïkon et titre le ministre Alassane Seydou félicite le maire Louis Katropo pour sa gouvernance. À la une du journal Le Challenge, bien sûr, on peut également lire route. Porte Novo a promis l'été des milliards pour dédommager 241 sinistrés. Talons toujours sur ceux du social. Voilà ce que titre aujourd'hui Le Challenge, alors que Matin libre de façon libre, écrit en sa manchette entre promesses et réalisation d'infrastructures, les regrets de Patrice Talon. Coopération bénino-allemande pro-éduc prend fin sur une note de satisfaction, écrit aujourd'hui Matin libre, alors que le télégramme s'affiche et parle de la démission en cascade de militants de formation politique, guerre froide entre l'UP et le BR. Le journal parle également de cette conférence régionale d'échange d'expériences de bonnes pratiques de sécurité de proximité à Dakar. Les acteurs aptes à adopter la sécurité de proximité. Le journal parle également de la lutte contre l'insécurité à Atropokodi, lutte contre l'insécurité à Atropokodi, c'est bien le télégramme qui en parle et écrit « Encore 2 redoutables braqueurs neutralisés par la police républicaine. Libération à présent, libère l'information et pas de l'éclairage public dans tout le Bénin. La solution talon pour sortir toutes les rues des ténèbres », écrit le journal. Recrutement des enseignants pour le maternel et le primaire. Le gouvernement donne une nouvelle chance aux aspirants non classés.
À la une du quotidien, le nouvel observateur, manifestation de la résistance bloquée entre l'opposition, le promoteur de Majestic et le gouvernement. Que s'est-il vraiment passé? Une interrogation à la une du journal qu'il faut absolument lire, et puis dans ces colonnes à la page 7. Le grand quotidien aujourd'hui, en sa manchette, l'on peut lire « Regard d'un jeune acteur politique sur les réformes politiques au Bénin ». C'est à partir de maintenant que nous allons commencer par faire la politique dans notre pays, d'ici Docteur Beto Mathieu Lanokou. Voilà ce que titre aujourd'hui le grand quotidien, qui parle également de cette dégradation des terres au Bénin. Le Conseil économique et social s'informe sur les enjeux. Je vois un titre qui m'intéresse. Ville du Grand Nokoué, de grands travaux de salubrité annoncés. C'est bien le grand quotidien qui s'intéresse au Grand Nokoué. L'Éco Magazine, à présent, classement 2019 des pays les plus riches d'Afrique par la Banque mondiale. Le Bénin a la traîne au bas du classement, 33e sur 50 pays. Baccalauréat, session de juin 2020, la note salée pour les candidats dans le Bénin des temps difficiles. Ils auront à payer plus cher pour le dépôt des dossiers, nous informe aujourd'hui l'Éco Magazine. Et puis le Clairon, visite culturelle d'une délégation de l'Union européenne à Porto-Novo à la découverte des places vaudou aménagées, écrit le Clairon de ce vendredi. Et puis Express Matin parle aujourd'hui de l'assainissement du cadre de vie et titre « Fini les dépotoirs sauvages dans le Grand Nokoué ». Fini les dépotoirs sauvages dans le Grand Nokoué, nous indique aujourd'hui Express Matin, qui parle également du premier symposium pour la promotion de l'intelligence artificielle. Les travaux s'ouvrent ce lundi à Aného. C'est à Aného. Alors, notre époque parle de la décision DCC 19-532 du 12 décembre 2019. La Cour recadre Rumbedi et Vlavonou, titre aujourd'hui le quotidien Notre Époque. L'événement du jour apporte à sa une certainement un événement écrit, mise en œuvre du projet ARCHE, la phase pilote effective dans la zone sanitaire de Dassa. Glazoué, produit impropre à la consommation en période de fête, les ministères de tutelle entament le contrôle qualité, écrit aujourd'hui l'événement du jour. Le soleil levant, accusé d'avoir empêché l'opposition de manifester, le gouvernement n'a rien à voir avec ces choses. Point de suspension, d'ici Rounla, mentionné à la une du quotidien Le Soleil Levant, qui s'intéresse à cette décision de passage des animaux sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement adopte un nouveau plan de gestion de la transhumance, écrit le journal à sa une. Gestion de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, Emmanuel Zounon, ex-SGU-NSTB, convoqué au TPI, tribunal de première instance de Cotonou, le 16 décembre, titre aujourd'hui Le Soleil Levant plutôt, qui nous informe de cette décision. Natacha Kofi, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de la revue des titres sur Matin d'Éden. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi pour la revue des titres à nouveau. Merci. Moriagua, nous ne vous souhaitons pas un bon week-end parce qu'on compte bien vous garder encore quelques heures par ici. Alors, on attendra carrément la fin pour vous souhaiter un bon week-end. Ou peut-être pas, hein, peut-être que demain vous serez là. Moi, je souhaite un bon week-end aux fidèles téléspectateurs de la revue des titres. Sur Matin d'Éden, il y a des gens qui choisissent leur rubrique. Et il y a des gens qui suivent toute l'émission. On avait compris. Non, vous n'aviez pas bien compris. Je vous l'explique encore. Je vous informe qu'il se peut que demain vous soyez ici justement pour faire Matin d'Éden. Là, vous avez tiré.
Je ne vais pas dire à terre. Ok, c'est mieux. Faut pas finir cette phrase parce qu'après, attention à tout ce qu'on dit. Ouais. Parfois, ça nous revient. Donc demain, c'est vendredi. Allô? Oui, monsieur Mouriaga, Donc, vous allez demain, bien? Oui, oui. vous allez bien, d'accord, super. Je sais que c'est samedi, mais est-ce que vous pourriez tout de même passer faire matin Ça se fera à Guago. À présent, pause pub, les amis, et on vous revient. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Oui, allô? Moi, c'est Afounan. Vous êtes sur Défi de midi. Quelle est la capitale historique du Bénin? Appelle le 69 32 03 03 et gagne un lot. Défi de midi, c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV. Chers amis, nous, ce ne sera pas à Guagon que ça se passera ce matin. C'est bel et bien par ici, dans les studios d'Eden TV. Quoique, on se fera un plaisir d'aller visiter à Guagon parce que tellement il en parle, j'espère qu'il va faire un buffet carrément pour recevoir tout Cotonou, voire tout le Bénin. Autrement, on risque de faire des grillades de Mouriaga. Je rigole. Bonjour Tessanique et bienvenue. Bonjour Natacha Kofi, bonjour amis téléspectateurs, amis auditeurs. Vous êtes magnifique. Non mais franchement. Vous auriez pas pu attendre que je finisse de saluer nos auditeurs. Non, parce qu'en fait, dès qu'ils vous ont vu, ils ont pensé comme moi. Hein, les amis de Diaspora FM, dès qu'ils vous ont entendu ce matin, ils se sont dit, oh, les lumineuses, cette voix. Mais c'est vrai, vous êtes magnifique. Merci Natacha. Je pense que autant que vous, je rayonne. Vous voulez pas me faire un câlin? Là tout de suite? Oui. Là, maintenant? Oui. Maintenant? Oui, maintenant. Reprenez vos esprits. Pourquoi c'est pas permis, les câlins? Vous faire un câlin maintenant? Oui. Les amis, les câlins, ça fait du bien ou pas? Les câlins, ça fait du bien. Câlin, mais câlin comment? Où? Donnez-moi votre main, non. Juste votre main. D'accord. Câlin. Vous êtes capable? Non. Allez, juste pour restez vous loin. Aujourd'hui. Oui, juste pour vous, aujourd'hui, nous allons commencer une série d'informations sur la noix de coco. Nous sommes tous fans de coco, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous savons véritablement tout ce que la noix de coco peut nous apporter? C'est pas toujours évident parce que la noix de coco, pardon, c'est le type de fruit que moi j'appelle ou que je catégorise dans les fruits complets. Parce que ce soit l'eau de coco, la pulpe ou même le lait ou la forme râpée, c'est un voyage, c'est un ensemble de choses que vous pouvez utiliser et qui sont d'ailleurs bien pour votre santé. Et ce matin, on va commencer par l'eau de coco. Si vous êtes comme moi, la meilleure partie du si vous êtes comme moi, c'est sûr qu'il y a toujours cette période où vous remplissez un bidon d'1,5 litre d'eau de coco que vous dégustez le long de la journée, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé? Comment? C'est quoi cette réponse? En fait, même pendant que vous en parlez, là, je rêve à ça. Vous rêvez, d'accord. En tout cas, tout à l'heure, peut-être vous allez vous permettre... Seigneur, vendredi béni. Demain, c'est samedi, on pourrait aller à la plage. Ce serait génial. On y va et à coup sûr... On n'en achète pas, hein. On trouve un cocotique.
On va monter sur le cocotier. Alors là, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Alors, la noix de coco, comme je vous le disais, c'est un fruit. C'est un fruit complet. C'est ce fruit-là, justement, qu'on retrouve chez nous ici. C'est notamment dans les zones côtières qu'on retrouve le cocotier qui nous offre justement les noix de coco. Mais c'est un fruit disponible un peu partout dans le monde, notamment dans les régions côtières. Et il y a des pays qui se spécialisent même dans sa commercialisation. Et au jour d'aujourd'hui, au Bénin, nous ne savons pas forcément que c'est une valeur ajoutée, que c'est carrément une richesse pour nous et surtout pour notre santé. Alors ce matin, moi, j'espère qu'à la fin de cette rubrique, tout le monde sera un peu plus porté vers la noix de coco. Et sinon, c'est pas grave. Achetez-en, je viendrai chercher. C'est ça, c'est ça. Alors, que fait la noix de coco sinon? Quelle est sa constitution nutritionnelle? La noix de coco est riche en lipides, elle est riche en fibres, stimule le transit intestinal. C'est donc dire que la noix de coco est capable, sinon l'eau de coco, puisqu'on est spécifiquement à ça ce matin, l'eau de coco. Trop belle image. Merci Natacha, prévient la constipation et peut vous permettre également, enfin vous avez un problème de digestion, vous n'arrivez pas à aller à la selle et tout ça, vous prenez un verre d'eau de coco, sinon bon. Un verre, moi, ça me fait rien du tout. Je prendrai 3 ou 4 que je serai toujours là à attendre que ça vienne encore. Alors, vous en prenez et hop, tout va mieux de l'autre. Oui, ce sont des glaçons. Ils ont fait comme moi. Vous aimez quand c'est glacé aussi? Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Sur la satiété, l'eau de coco joue également un rôle très important. Faites l'essai, vous avez faim et vous prenez 2 ou 3 noix de coco, vous en buvez l'eau. Et quand c'est l'image qu'on venait de voir là pour nos amis à la télé, quand la pulpe est molle et que vous la mangez dessus, vous avez une impression de satiété. Après, vous n'avez pratiquement plus faim. C'est vrai que la suite, c'est que... Après, ça dépend de votre degré de gourmandise aussi. La suite, c'est que ça vous creuse le ventre, mais au prime abord, vous avez cette impression de satiété-là. L'autre chose, l'eau de coco est source de fer et de phosphore. Okay. Alors, quelles sont donc les autres informations que vous devez avoir sur la noix de coco et qui pourraient vous permettre, sinon vous donner des raisons de consommer un peu plus ce fruit? Il y a des bienfaits et on en note une dizaine, mais on ne va pas parler de tout aujourd'hui. La noix de coco, pourquoi vous devez en manger? Les aliments contiennent des acides gras en différentes proportions et ces acides gras-là ont des impacts sur la santé cardiovasculaire. Dans le cas spécifique de la noix de coco, nous avons environ 90% de lipides qui sont sous forme d'acides gras, ce qui est particulièrement élevé pour un aliment d'origine végétale. Comme donc les protéines d'autres végétaux, les protéines de la noix de coco pourraient avoir un effet bénéfique sur les lipides sanguins. Le cholestérol total diminue donc chez vous quand vous consommez la noix de coco de façon régulière. Donc, nous notons le premier point satisfaisant qui est que la noix de coco, sinon les lipides, la saturation, on va le dire comme ça, de la noix de coco en lipides a un effet sur le taux de cholestérol total. C'est donc le premier point. La noix de coco contient également une quantité élevée de fibres alimentaires. En plus donc de prévenir la constipation, une alimentation riche en fibres peut contribuer à réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires ainsi qu'à contrôler le diabète de type 2. Alors, on se dit souvent que on ne doit pas consommer sucré quand on est diabétique et tout, mais dans le cas d'espèce, la noix de coco, sinon l'eau de coco, malgré son goût sucré, est très bon pour la santé, même quand vous êtes diabétique. Et on note qu'il y a cet impact positif là sur notre santé vasculaire, cardiovasculaire, je vais dire. On parlait déjà tout à l'heure de l'effet sur la constipation. L'eau de coco permet de prévenir la constipation. Un autre point, ça c'est en rapport avec l'huile de coco, mais on va revenir plus en détail sur l'huile de coco le lundi prochain parce que c'est une huile disponible sur le marché aujourd'hui, mais qu'on n'utilise pas assez. On est encore sur les autres types d'huile et tout, alors que l'huile de coco est très bon pour la peau,
est bon pour la santé. En tout cas, on y reviendra plus en détail le lundi prochain. En attendant de poursuivre, on va rapidement lire les informations sur cette image. Je ne sais pas si Natacha, vous voulez nous aider? D'accord, à supposer que je voie quelque chose. Donc, avantage de l'eau de coco. Oui. L'eau de coco aide à faciliter la digestion et à améliorer la santé des os. Des os, pour ceux qui ne vous disent pas que c'est de l'eau. De l'eau, oui. Alors, protège des maladies affectant le foie et les reins. Exactement. Cela aide également à réguler la glycémie et le cholestérol dans le sang. L'eau de coco soigne les rides, relâche, ça favorise le relâchement cutané, le dessèchement, non, par contre, ça soigne probablement le dessèchement cutané oui. et les gonflements, stimule l'immunité et le métabolisme. Oui. C'est une source d'électrolytes et de vitamine C. Et l'eau de coco contient du potassium, du calcium et du magnésium. Cette eau aide à réguler le poids corporel et à diminuer la masse de graisse. Ah bon? C'est bien ça? Et pourtant, j'en consomme souvent, moi. Et ça rafraîchit le corps. Ça, c'est vrai. Assurément, oui, surtout quand vous y rajoutez voilà, enfin, à la base, c'est déjà une eau fraîche. Super rafraîchissant. Oui, et après, bon, faut être Natacha pour ajouter toujours des glaçons. Un peu plus de fraîcheur. Un dernier pour la route. Alors, parlons justement du point en lien avec la masse corporelle. Ça vous a fait un petit tic. Oui. Mais l'eau de coco est un drainant naturel. Du coup, quand vous en buvez régulièrement, l'eau de coco permet de drainer les amas de gras dans votre corps. Bon, vous en buvez régulièrement, mais j'en bois pas régulièrement. Ah, voilà, je bois pas régulièrement, mais je suis fan de ça. Je sais pas que je vais m'y mettre. Là. Voilà. C'est pas tous les jours, ça va? Tous les jours, Natacha. En plus, c'est cher dernièrement dans ce pays. Je me demande si on n'a plus de cocotiers du tout. Vous savez ce que je vais faire? Je vais m'acheter une plantation. Ah. Oui, carrément. Oui, 1 hectare ou 2 peut-être, et puis planter des 6, ça devrait aller parce que je suis là. Et si vous avez soif, l'hectare, je le prendrai enfin, dans une zone reculée. Si vous avez soif, vous pouvez quitter Cotonou et venir de l'autre côté. À la marche. Juste pour ça, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Merci. C'est gratuit en plus. Juste pour de l'eau de coco. Mais oui, si je prends l'hectare à Parakou, par exemple, vous avez soif, vous venez à Parakou, c'est gratuit. On va en acheter, c'est mieux. S'il faut faire 7 heures de route, juste pour votre eau de coco gratuite, on ne veut plus. Alors, l'eau de coco drainant naturelle vous permet donc d'évacuer les amas graisseux qui ont été stockés dans vos cuisses, au niveau de la hanche, au niveau du ventre. En Afrique, on vous dira, c'est féminin. Ça n'a rien à voir. L'eau de coco est énergisante. Ça, assurément, vous avez dû le constater. Vous êtes fatigué. En tout cas, pour moi, c'est une cure quand je sens un coup de fatigue. Absolument. Surtout après une crise de paludisme. Oui, je crois que, enfin, je l'adopte la plupart du temps pour me remonter sans toutefois le savoir dès le départ. On a parlé justement de l'effet de l'eau de coco sur notre santé cardiovasculaire, de son effet sur notre digestion. L'autre chose, c'est que l'eau de coco est un antibactérien naturel. L'eau de coco est utilisée pour renforcer votre immunité, donc votre système immunitaire, puisqu'elle contient de l'acide laurique qui agit contre les bactéries, les microbes et les champignons. Vous pouvez l'utiliser en tout cas dans la médecine. On l'apprendra beaucoup plus spécifiquement avec les spécialistes. Et l'eau de coco est même utilisée dans le traitement de l'hépatite et de l'herpès. Ce sont des informations purement médicales. L'eau de coco est une alliée en cas de régime. Comme on l'a dit un peu plus tôt, puisque l'eau de coco est un drainant naturel et nous permet d'évacuer les amas graisseux, vous pouvez l'adopter également quand vous êtes au régime. Oui, et surtout, si vous voulez bien, Tessanique, surtout quand vous décidez d'arrêter avec le sucre. Oui, moi j'ai découvert il y a peu, c'est vrai que je traversais une période de maladie et tout ça, mais à ce moment-là, la consommation de sucre était vraiment problématique pour moi. Et du coup, le parfait dosage, le parfait substitut, j'allais dire, c'était l'eau de coco. Ça passait très bien. Et c'est vrai qu'après, je me sentais en pleine forme. Et c'est ça vous aide à éviter de consommer du sucre. Sinon, en ce temps, vous n'étiez pas... Enfin, quand vous prenez du sucre, ça vous présentiez une allergie, c'est ça? Quand je prenais le sucre, en fait, c'était le dégoût plutôt. Ah, d'accord. J'arrivais pas à l'avaler et puis j'en avais pas du tout envie. Et le coco, c'était parfait, en fait.
De beaux témoignages sur l'eau de coco. Je sais qu'on ouvrirait l'antenne pour savoir quel est le rapport de nos téléspectateurs ou auditeurs avec l'eau de coco qu'ils nous diraient. Il faut dire que ça ne pousse qu'en milieu aride, je pense, hein, aux alentours des plages, j'allais dire. Exactement. En tout cas, des courants d'eau. Oui, des courants d'eau, simplement. C'est vrai que moi, je connais une zone où il y a un bas-fond, je crois, et il y a des cocotiers tout de même qui poussent. Et après, cette zone, je crois, offre de l'eau de coco bien plus sucrée que ce qu'on a à la plage. Plus. Je dis ça, je ne dis rien. L'eau de coco est donc un allié en cas de régime. Donc, vous pouvez l'adopter puisqu'il ne contient pas de sucre et est très peu riche en calories. Donc, c'est bon pour vous. L'eau de coco est un hydratant. On l'a dit tout à l'heure. Il rafraîchit, du coup. C'est à l'eau de coco que vous devez votre beau teint, là, par hasard? Natacha, je le dois à vous. C'est vous qui me faites rayonner comme ça. L'eau de coco prévient certaines infections, spécifiquement les infections urinaires. Si vous souffrez régulièrement d'infections urinaires, vous avez donc trouvé votre remède. C'est le moment de tester donc l'eau de coco puisqu'elle augmente la production d'urine. À force d'évacuer et de nettoyer votre vessie et d'évacuer les toxines qui se trouvent dans vos voies urinaires, vous vous sentirez mieux. Donc l'eau de coco. C'est vrai que l'eau à elle seule peut le faire, mais l'eau de coco encore un peu mieux. Plus. Voilà. Une dernière, sinon un dernier point, c'est bien le bénéfice de l'eau de coco sur votre grossesse. Mesdames, nos chères dames enceintes en ce moment. Passez-nous l'information. Vous n'êtes pas enceinte, vous. Grâce à toutes ces vertus, l'eau de coco est recommandée particulièrement aux femmes enceintes, puisqu'elle permet à la maman de se protéger contre les agressions extérieures. On a dit tout à l'heure que l'eau de coco nous protégeait contre certaines bactéries, des microbes et des champignons, puisque l'eau de coco a donc ces vertus-là et il nous hydrate surtout, lutte contre la constipation et les brûlures d'estomac. Elle vous permet de rester en pleine forme quand vous êtes enceinte. C'est tout ce dont notre bébé a besoin. Alors, de l'eau, oui, nous devons boire beaucoup d'eau, mais de l'eau de coco, encore plus. Oui. Et on n'oublie pas que l'eau de coco a également des avantages sur notre cerveau. Si tout ça ne vous convainc pas de consommer de l'eau de coco, alors ma foi, plus rien ne peut vous convaincre. En tout cas, lundi prochain, nous découvrirons les différents usages que nous pouvons faire de l'huile de coco, puisque nous en produisons même ici au Bénin, mais on n'en utilise pas. Non, mais quand même, certaines personnes l'utilisent en cuisine. Exactement. Je pense qu'en fond, ils appellent ça agonkemi. Oui. C'est ça, bien, c'est ça. Hein? Enfin, quelque chose dans le genre. Sinon, c'est quoi? Agonkemi, oui. Je crois qu'il y a un nom, un nom spécifique. Non, je voulais parler d'un. Enfin, il y a un mot en français pour dire quand c'est plus court, non plus court. Un diminutif, c'est ça? Bon, c'est quelque chose dans le genre. On va dire ça comme ça. Le mot que je cherche n'est pas venu, donc on va utiliser diminutif. Mais il y a un nom qui n'est pas aussi long que celui qu'on a. Pour désigner l'huile de coco en langue locale. Exactement. Mais bon, agonke, c'est coco. Et donc, ami, c'est huile. Donc, agonkemi, et on y est. Eh bien, écoutez, vous ne compliquez pas la vie non plus. Faites comme moi. Agonkemi. Ouais. Il n'y a pas d'huile de carotte. Bon. Ça, c'était une autre parenthèse. Alors, comment on dit carotte? Comment on dit carotte en fond? Carotte. C'est carotte aussi? Oui, carotte. La plupart du temps, bon, après, allez au marché, allez chez une bonne dame qui est analphabète, vous pensez, dites carotte, elle va vous en vendre. Du coup, donc. Et comment on dit les feuilles de laitue? Salada. Merci, Teslanique. Mesdames, Messieurs, vous savez déjà l'essentiel sur l'invité. Aujourd'hui, nous parlons de la Constitution du 11 décembre 1990 qui a 29 ans. 29 ans déjà, et nous recevons Lazare Moussa, président de l'Association des jeunes juristes du Bénin, observateur de la vie politique. Lazare Moussa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes une personne qui connaît la maison, vous nous l'avez dit. Je voudrais rappeler, mesdames et messieurs, que depuis le 7 novembre 2019, le Bénin dispose d'une nouvelle loi, la loi 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Mais étant donné qu'il s'agit de notre constitution de départ, nous ne pouvons ne pouvons pas passer sous silence ces 29 ans. Et donc, nous avons voulu en parler. Lazare Moussa, il paraît qu'une constitution, comme tout texte juridique, loi, règlement, a toujours un objectif, une mission. Et cette mission se traduit donc par l'esprit à travers ce qu'on appelle esprit. Alors dites-nous, mais avant de parler de l'esprit de la Constitution du 11 décembre 1990 qui a conduit, et bien sûr, au référendum du 2 décembre 1990, pouvons-nous parler rapidement de l'historique un peu qui a mené à cette Constitution du 11 décembre 1990? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'historique, c'est très essentiel d'ailleurs. Elle est consubstantielle même à la valeur de la Constitution elle-même. Nous sommes partis d'une crise économique et à la fois politique en 89 où nous nous sommes retrouvés dans l'impasse totale. Dans cette impasse, dans ce désordre, les Béninois ont retrouvé l'intelligence de pouvoir se mettre ensemble, discuter à travers ce que l'on appelait la conférence nationale des forces vives. Et ces assises qui n'étaient pas gagnées d'avance ont trouvé quelques solutions et ont indiqué quelques orientations, grandes orientations pour les années à venir, pour l'organisation du Bénin, pour la structuration du pouvoir politique, pour le vivre ensemble. Et donc, ces grandes orientations qui ont été éditées à la conférence des forces vives ont permis au pouvoir qui n'a pas été, il faut le reconnaître, renversé, mais qui a donné la chance à tous les acteurs politiques de se retrouver à Cotonou, de pouvoir se mettre en œuvre et mettre en exécution comme l'engagement avait été pris. Il est nécessaire de le dire, le président Kérékou avait pris donc l'engagement de mettre en œuvre toutes ces orientations de la conférence. Cela a été fait, une commission fut mise en place, commission dirigée par le président Aran Zoglele, Maurice, qui a fait un travail de base, consulté le peuple et proposé un test. Et ce test fut popularisé, véritablement popularisé du nord au sud, et puis ce test est passé au référendum, adopté par la grande majorité, environ 92% des Béninois. Donc voilà ce qu'on peut retenir un peu de cette brève historique qui a conduit à cette constitution du 11 décembre 1990. Voulez-vous nous parler de l'esprit de cette constitution? Je disais, la valeur est consubstantielle à l'histoire. Il en est de même de l'esprit. L'esprit de cette constitution est consubstantiel au contexte, à ce qui a été vécu 18 ans avant cette constitution, notamment les violations des droits de l'homme, l'instabilité politique, l'instabilité du pouvoir politique qui avait tellement intéressé le constituant que le constituant a instauré un certain nombre de mécanismes pour stabiliser le pouvoir politique, notamment un régime présidentiel que l'on a appelé à contre-pouvoir. Un régime présidentiel qui met en place des contre-pouvoirs qui sont capables de retenir, de freiner le pouvoir, le pouvoir du président de la République qui pouvait se retrouver à l'extrême. Puisque ce pouvoir, vous le savez, le pouvoir du président de la République
est un pouvoir qui porte à l'essai, qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie d'aller davantage plus loin. C'est pour ça qu'il y a des barrages, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle en droit donc des contre-pouvoirs. Par exemple, l'Assemblée nationale, le Parlement est un contre-pouvoir fait et mis en place de telle sorte qu'à travers des questions orales, à travers des enquêtes, à travers le budget, à travers un certain nombre de choses, le Parlement puisse arrêter la superpuissance, la tendance à la domination de l'exécutif dirigé par le président de la République. Il y a également d'autres institutions, la RAC, pour notamment aider à maintenir une liberté de presse. Parce que vous savez, celui qui a le pouvoir a tendance à faire en sorte que les autres n'aient pas la capacité de s'exprimer. Plus ils ne parlent pas, plus ils sont bien dominés. Donc la RAC devrait donc garantir cette liberté d'expression, cette liberté de presse, cette liberté, ce droit à l'information également. Et ensuite, il y a d'autres institutions, notamment la Haute Cour de justice, qui devrait assurer un certain nombre assurer donc que le gouvernement soit redevable de ses actions, que le gouvernement puisse répondre. Donc la responsabilité des gouvernants devrait donc être assurée par la Haute Cour de justice, mais aussi un élément important, un élément central, la Cour constitutionnelle, qui est un contre-pouvoir essentiel qui, si je ne vais pas trop vite, a assuré pendant les 29 ans, puisque c'est de cela qu'il s'agit, un rôle essentiel dans l'équilibre des pouvoirs, un rôle essentiel dans la stabilité, non seulement stabilité de la Constitution, mais stabilité des institutions et également le bon fonctionnement entre, je peux dire, la bonne collaboration, le vivre ensemble entre différents acteurs politiques. Puisque vous en parlez déjà, l'équilibre à assurer la stabilité, nous entendons souvent dire que la Constitution du 11 décembre 1990 a participé à l'enracinement de la démocratie. Dites-nous, est-ce que vous avez souvenance de ces moments forts où nous avons été obligés de faire recours à la Constitution du 11 décembre et que cette façon de faire a donc enraciné notre démocratie? Oui, absolument. Et quand on le dit, ça me donne beaucoup de sourire parce que je ressens encore cette sensation que nous avions quand on était en démocratie. On est toujours en démocratie. Quand on vivait, cette constitution, cette constitution, je me rappelle encore, je fais un saut pour venir directement vers cette tentative de révision de 2006 qui a connu une forte résistance. La société civile, un acteur qui a émergé et qui a vécu autour de ces 29 ans, qui était présente, la société civile, qui a été capable d'arrêter tous les mouvements de profanation de la Constitution, toutes les tentatives de révision intéressée de la Constitution. Et cette société civile a eu voix juste parce que la Constitution a consacré un certain nombre de droits. Vous savez, de l'article 7 à l'article 40, la Constitution béninoise n'a fait que instaurer des droits et des devoirs, mais notamment des droits et des libertés publiques, mais aussi des libertés individuelles et collectives. Et ces libertés ont permis à ce que la société civile émerge. Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de manifestation, qui a permis à la société civile donc de rester en éveil, de suivre le pouvoir du président Soglo, mais de mettre une forte pression sur le pouvoir du président Kérékou, mais encore plus fort sur le président Boni Yayi. Cette société civile était là. Elle était là. Elle avait des visages, elle avait des noms. Vous parlez de 2006. Libres, qui circulaient, qui n'avaient pas peur de parler, qui n'avaient pas peur de bouger. Ils bougeaient, ils allaient à gauche, ils allaient sur toutes les chaînes, ils avaient accès à toutes les chaînes de télévision, même si il faut reconnaître que malgré cette ouverture, qu'il y a toujours des tentatives de remise en cause, mais qui ont été chaque fois découragées.
Alors, la constitution du 11 décembre 90, aujourd'hui, nous sommes passés à la loi numéro 2019-40 portant révision de la constitution. Et quand vous projetez aujourd'hui cette loi dans 29 ans, que serait le Bénin? Un grand pays démocratique, vous nous diriez. Je doute plus grand que nous le sommes aujourd'hui. Je doute que dans 29 ans, nous soyons là pour retrouver cette même constitution. C'est-à-dire que cette constitution qui vient d'être adoptée, pour moi, ouvre la voie de l'instabilité constitutionnelle. Ça nous ferait 58 ans de démocratie dans 29 ans. Ça ouvre la voie de l'instabilité constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Une révision fréquente. Vous aurez dans les années à venir des révisions fréquentes. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Il suffit juste de voir tout ce qui a été mis dans la Constitution et vous vous rendrez compte. Pour le Béninois, la Constitution, on aura toujours des besoins pour mettre quelque chose dedans. Fétiches quand même. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui a été mis dans cette Constitution la dernière fois, vous aurez dans quelques jours, dans quelques mois, des gens qui auront encore envie de compléter quelque chose. Il n'y a rien à faire. Tel que c'est fait, et ils vont se rendre compte parce que il y a des failles qui sont à l'intérieur. Ils vont se rendre compte en fait de ces failles parce que ceux qui ont touché n'ont pas forcément aptitude à toucher. Ils n'ont pas la maîtrise de tout ce qu'ils s'y ont mis. Ils vont découvrir dans les quelques jours, dans les quelques mois à venir, les failles de ce que eux-mêmes ils ont mis en place pour atteindre un objectif qui, au fond, ils ne pourront pas atteindre. Ils vont exactement comme le certificat de conformité a été inventé pour pouvoir combler les vides des erreurs qui se sont laissées glisser dans les lois sur la charte des partis politiques et le code électoral qui ont été révisés plus tard. Donc nous aurons encore dans les prochains jours pour rester calme. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas devin, mais il faut le dire, je ne suis pas sûr que dans 29 ans, on puisse venir fêter ou célébrer cette révision constitutionnelle opérée il y a quelques jours. Cette révision constitutionnelle ouvre la porte à une révision fréquente, comme a vécu le Sénégal entre 2008 et 2011. Nous venons de rentrer dans un cycle de révision constitutionnelle. Nous avons ouvert donc la porte à l'instabilité, non seulement pour le constitutionnel, mais institutionnel. Voyez-vous, le temps qui nous est imparti est à sa fin et donc je pense que nous avons essayé d'aborder rapidement ce qu'il fallait en ce qui concerne la Constitution, les 29 ans de la Constitution du 11 décembre 1990, mais nous avons permis de jeter un regard sur peut-être ce que sera dans 29 ans la Constitution actuelle. Et donc, dites-nous quel est votre mot de fin, Monsieur Lazarounsah. Je suis très heureux d'être ici, malheureux simplement parce que la célébration des 29 ans ne se fait pas dans toute virginité de cette Constitution. Et même si ce n'est pas en toute virginité, j'aurais souhaité que si révision il y a, qu'il y ait une révision qui consolide la démocratie. Malheureusement, cette révision vous n'avez pas l'impression. Ce qu'a dit. Vous n'avez pas l'impression. Oui, c'est la charte africaine de la démocratie qui interdit souvent les révisions non consolidantes. Des révisions qui déconsolident la démocratie sont violemment interdites. Nous aurons peut-être le temps de vous faire revenir pour nous parler des arguments qui pourraient vous amener à dire que cette révision n'est pas une révision bien consolidée. Oui, il y a des indices. Par exemple, le système de parrainage introduit dans la Constitution elle-même est un indice fort de l'envie de l'exclusion qui est un élément de déconsolidation de la démocratie. Nous y reviendrons pourquoi pas dans les toutes prochaines semaines. Nous vous inviterons encore sur ce plateau pour ces détails. Mesdames, Messieurs, nous avons fini ce face-à-face de ce vendredi 13 décembre 2019. Nous avons parlé des 29 ans de la Constitution du 11 décembre 1990. Nous avons reçu pour vous Lazarounsah. Il est président de l'Association des jeunes juristes du Bénin, observateur de la vie politique. Merci de nous avoir suivis.
Nous sommes de retour. Je sais que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre le face-à-face aujourd'hui, enfin comme tous les autres jours, mais aujourd'hui un peu plus spécialement. Alors, chers amis, nous faisons toujours cette surprise à nos invités par ici. La question, il s'agit de 2 questions, mais aujourd'hui, les questions seront plutôt 3. La toute première, qu'est-ce que vous pensez de l'état du Bénin actuellement? Alors, j'ai même du mal à demander si c'est toujours un État, puisque le Bénin, les actes qui se posent aujourd'hui ne répondent pas à la définition de l'État. Non, je ne parle pas du mot État sous forme d'étatique. Je veux parler de qu'est-ce que vous pensez. L'État, voilà, l'état de santé par exemple. C'est ça, par exemple. Ah, ok, d'accord. Si c'est l'état de santé. Selon vous, quel est le pouls que vous prenez du Bénin en ce moment? Oui, le Bénin est dans un état critique. Le Bénin est dans un état critique. Vous savez, il y a quelques jours, l'association béninoise de droit constitutionnel a organisé ce qu'on appelait clinique électorale. Si aujourd'hui on devrait réorganiser ça, on pourrait parler de clinique étatique ou clinique démocratique, parce que tout ce qui est système d'aération de notre État, de notre système démocratique, sont actuellement bouchés. Le système est bouché. Nous sommes donc comme dans une pièce qui n'a pas d'aération, qui n'a pas de fenêtre. Voilà. Donc l'air n'entre pas et tout ce qui reste à l'intérieur, c'est le CO2. Ça ne marche pas. Selon on a étouffé. On a étouffé à l'intérieur du système. Alors, quel est votre rêve pour le Bénin? Alors, mon rêve, c'est de voir le système politique reprendre normalement pour que nous puissions revenir à nos objectifs de départ, le développement. Que nous soyons plus focalisés sur le président de la République a fait ça, il a encore dit ça, on a chassé l'Union européenne, on a fait ci, on a révisé. Votre rêve, c'est d'avoir un Bénin Le rêve, c'est de développé. dire, désormais, qu'est-ce que nous faisons pour avancer? Vous voyez, le Ghana avance. Et à côté de nous, les gens bougent. Qu'est-ce que nous faisons pour avancer? On ne va pas s'asseoir à réviser. Écoutez, ça fait plus de 2 ans, on ne fait que réviser des lois électorales. Notre objectif n'est pas venu là pour organiser que des élections ou pour prendre seulement le contrôle du Parlement. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est sur quoi nous nous sommes entendus pour le développement. Et donc, pour ça, il faut laisser tous les acteurs participer à la vie politique pour qu'ensemble, nous décidons de notre avenir. Et pour le faire, il faut juste ouvrir le jeu. Il suffit pour les acteurs, ceux qui ont tout fermé et ont mis ça sous boisseau, on leur demande simplement d'ouvrir et de savoir que c'est leur frère qui est à côté d'eux et qui demande à juste s'asseoir à côté d'eux pour échanger. Très bien. Alors, vous rêvez d'un Bénin démocratique, un Bénin qui grandisse, un Bénin qui, à l'instar du Ghana et du Nigeria également, pourquoi pas, soit un Bénin qui au quotidien se développe, et donc d'un grand Bénin. Mais vous, que faites-vous tous les jours, au quotidien, pour que ce rêve-là soit réalisé? C'est ce que je fais ici ce matin, accepter avec beaucoup de plaisir une telle invitation pour pouvoir faire notre appel à ceux qui nous gouvernent actuellement pour leur dire nous n'avons pas envie d'être concentrés sur ça. Nous voulons nous concentrer sur nos travaux. Nous voulons nous concentrer. Moi, je suis un chercheur. Je peux faire ma recherche et être concentré sur ça. Je veux rechercher des voies pour faire rayonner la science au Bénin, comme d'autres le font. Mais il ne faut pas que on fasse en sorte que chaque jour on se demande qu'est-ce qui va se passer demain. Demain, est-ce que c'est qu'on veut réviser la Constitution encore? Ou bien demain, c'est le code électoral, on veut réviser une 3e fois? Est-ce que c'est demain, on veut réviser encore la charte sur les partis politiques? Est-ce que demain, il y a un marche quelque part? Est-ce qu'on a fermé une salle quelque part à quelqu'un d'aller faire une réunion? Est-ce que on est dans l'inconnu? Il faut que nos gouvernants prennent conscience que l'inconnu, ce n'est pas ce que nous leur avons dit. Ce n'est pas ce que nous leur avons confié. Du coup, au quotidien, vous travaillez à faire en sorte que ce Bénin-là soit un Bénin développé beaucoup plus en tout cas qu'il ne l'est actuellement. Nous sommes engagés et nous souhaitons, comme nous le faisons, nous acceptons le fait que toute la jeunesse puisse comprendre que nous devrons travailler à l'émergence de notre pays, pour le développement de notre pays. Mais il y a un préalable. Il faut la stabilité.
sans la stabilité, tous vos efforts sont vains. Très bien. Merci à vous d'avoir partagé avec nous votre rêve pour le Bénin. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ça a été une surprise. Merci de vous être prêté au jeu. Alors, Mori Agua, merci également d'avoir invité cet imminent personnage, je vais le dire comme ça, sur nos plateaux. Oui. Alors, nous allons simplement à présent leur accompagner, chers amis, et revenir pour le chiffre du jour. Eh bien voilà, chers amis, chiffre du jour à présent. Il s'agit du chiffre 2. Nous parlons de la transhumance des animaux, spécifiquement au Bénin. Le gouvernement retient 2 zones sur le territoire national. Alors, Mori Agua, le chiffre, c'est bel et bien le chiffre 2. Oui, le gouvernement retient 2 zones de transhumance. On dira que le gouvernement a donc franchi une étape importante en ce qui concerne l'encadrement de la transhumance des animaux au Bénin. Et donc, cette transhumance des animaux concerne les éleveurs nationaux, et donc où on a délimité des terroirs, je vais dire, pour pouvoir permettre la transhumance. En ce qui concerne les éleveurs du Sud, les animaux n'auront le droit de faire la transhumance que dans la zone partant du littoral jusqu'à hauteur sud de Dassa. Et donc, pour ce qui concerne les éleveurs du Nord, ce sera de Glazoué jusqu'au Nord. Mais quel problème cela vient résoudre? Et donc, cette situation vient résoudre ces conflits entre éleveurs et comment dire, agriculteurs, voilà. Je voulais dire cultivateurs, mais éleveurs et agriculteurs. Vous le savez, il n'y a pas eu cette année où on a entendu qu'il y a eu des personnes blessées ou du moins il y a des conflits au quotidien, justement. Au quotidien, juste parce que ces animaux-là dévastent les champs des agriculteurs. Et donc, quand les agriculteurs veulent en parler, vous le savez, nos amis éleveurs ou du moins ceux qui font la transhumance ne font pas de choses sans sortir leur couteau, et donc finalement c'est des morts, c'est des villages brûlés en réplique pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et donc aujourd'hui, délimiter une zone, mais est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est un problème seulement du Conseil des ministres qui devrait s'en arrêter là? Ceux pour qui on a délimité ces zones, est-ce que ces personnes-là... Est-ce que leur voix a été prise en compte? Voilà, est-ce que ces personnes-là seront informées? Est-ce que ces personnes-là suivent le Conseil des ministres? Donc, il va falloir faire un travail et un vrai pour que toute cette couche-là qui fait l'élevage, l'agriculture, que ces gens soient sensibilisés. Et la sensibilisation, ce n'est pas des messages radio ici, communiqués sur nos radios de Cotonou, c'est plus sur les radios communautaires, parce qu'il n'y a pas ces zones où il n'y a pas de radio communautaire, et dans les langues locales. Et donc, ces responsables locaux, je vais dire communaux, doivent être impliqués et donc doivent aussi réunir ces populations. Les crieurs publics doivent faire un travail. Donc, il va falloir vraiment aller vite, prendre du temps et faire véritablement ce travail de sensibilisation, d'information au plus bas niveau avant d'être rassuré que cette décision prise a été comprise par toutes les couches et que désormais nous pouvons nous frotter les mains. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons nous frotter les mains et dire vraiment nous avons réglé les problèmes de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Pour le moment, ça reste une décision
prise en conseil des ministres qu'il faut saluer, mais il reste du travail à faire, Natacha Kofi. Absolument, merci à vous, Moriagwa. Tessaning Gouléon, nous parlons du chiffre 2, deux zones désormais retenues pour la transhumance des animaux au Bénin. Et est-ce qu'à votre avis, cette décision-là est... c'est vrai qu'on pourrait dire qu'elle est salutaire, cependant, est-ce que la dite décision prend en compte tous les aspects de la situation? Je pense que non, parce que les enjeux de la transhumance sont multiples. Prendre la décision de définir une zone où les éleveurs pourront désormais faire passer leurs animaux, sans créer de problèmes comme il en était le cas encore jusqu'à un passé récent. Je pense que cela ne tient compte que d'une partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés quand on parle de transhumance. Cela reste un enjeu majeur tout de même que de pouvoir donner une limite à chaque personne et dire vous dépassez pas telle zone, vous, pour ceux qui viennent de tel côté vous dépassez pas telle autre zone. C'est déjà très important parce que cela nous évite au moins ces guerres-là, ces attaques auxquelles on est souvent confronté. On n'en parle pas souvent. Ce n'est pas le genre d'information que l'on passe dans les médias ou qu'on nous apporte, qui passera dans le journal et ainsi de suite. Mais il y a des vies qui y passent. Oui. Quand il y a des problèmes de transhumance, il y a également il y a des espaces qui sont détruits tout simplement quand ces animaux-là traversent des champs. Ce sont des pertes économiques et tout ça. Oui, les enjeux sont nombreux, sont réels, mais il faut partir de quelque part justement. Je pense que le fait pour le gouvernement de tenir compte de ce premier aspect de la situation est déjà un bon début et j'espère qu'ils se pencheront sur les autres enjeux de la transhumance parce que c'est réel et au-delà de tous ces enjeux, la transhumance peut devenir un levier de développement économique pour nous si on sait justement en profiter. Exactement. Et commencer, je pense que cela doit faire partie d'une politique de gestion de la situation. Sinon, ils ne se lèveront pas. Enfin, la situation dure depuis quelques années, mais ce n'est que maintenant qu'on prend la décision de délimiter les zones de transhumance. C'est un premier pas. Et je reste convaincue avec tout ce qu'on a déjà eu à voir avec le gouvernement actuel que tout ceci entre dans une dynamique bien définie au préalable qui tient compte de tous les enjeux, qui tient compte de tous les aspects de la chose et qui seront intégrés au fur et à mesure pour permettre justement aux différents acteurs de profiter de la transhumance qui ne devrait pas être un problème, mais c'est la façon dont on le vit, la façon dont on gère qui fait que cela devient un problème. Donc permettre aux différents acteurs d'en profiter, les agriculteurs sont chez eux tranquilles, les éleveurs passent tranquillement, ça va, on n'a pas de problème. Permettre également aux gouvernants, aux populations et ainsi de suite de profiter de tout ce que la transhumance peut nous apporter comme avantage. Donc un premier pas et ensuite on attend de voir le reste ce qui suivra, se fera. probablement. Oui. Mais Maury a parfaitement raison quand il parle de l'information qui doit passer. Je voudrais de ne pas aborder ce point parce que on a déjà vu, je prends le cas tout simple du recensement pour les souches, par exemple, qu'on a eu pendant les vacances, où vous rencontrez des gens qui vous disent on n'en était pas informé, on ne savait pas que c'était en cours et ainsi de suite. Ou on sait que c'est en cours, mais on ne savait pas que ça allait finir à tel moment. Donc on passe l'information, mais on a l'impression à un moment que toute l'information n'est pas passée. Ou est-ce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule, voilà, pour atteindre les cibles même pour cette information. Donc, c'est de trouver la formule cette fois-ci maintenant, de les toucher. Parce que on est dans un état où la sanction ne vient pas souvent. Mais il faudra véritablement, dans le cas d'espèces, trouver les voies et moyens pour les informer, pour que le moment venu, les sanctions puissent tomber. Il y a quelques semaines, j'ai suivi une émission qui parlait justement de la transhumance, où une personne ressource, j'ai noté le nom, mais je ne l'ai pas gardé. Il faudra que je vérifie pour pouvoir citer le monsieur, mais je me rappelle qu'il disait qu'il y a des personnes au plus haut niveau qui gèrent ces éleveurs-là. Du coup, quand il y a des problèmes, même quand les agriculteurs prennent la décision d'aller vers ou de recourir à la justice, ils n'ont jamais gain de cause parce que ce sont des poids lourds, comme on les appelle, qui gèrent ces éleveurs-là et qui savent exactement ce qu'il faut dire, qui il faut toucher pour empêcher que les sanctions tombent. Mais désormais, il faudra faire les choses dans une telle transparence qu'on ne puisse plus se retrouver parce qu'au final, ce sont les agriculteurs qui sont perdants. Oui. Les éleveurs viennent,
ils détruisent leurs espaces, on les tue même, parce qu'il y a des personnes qui sont tuées. Oui, il y a quand ils veulent, les conflits. Oui, quand ils veulent riposter, ils disent, mais vous pouvez pas faire ça, on les tue, et il y a des enfants qui y passent, leurs femmes, et ainsi de suite. C'est beaucoup de problèmes réels, et il faut trouver la formule pour que cette décision soit véritablement mise en application, que surtout les sanctions puissent suivre après. Parce que c'est sûr que les acteurs qui sont les plus concernés ne feront pas ce qui a été dit. En tout cas, moi, j'espère qu'ils vont le faire, mais je me pose beaucoup de questions quant à leur bonne volonté, quant à leur bonne foi. Et s'ils ne le font pas, qu'on puisse faire suivre les sanctions qui doit suivre tout simplement. Si tant est que ceux-là même qui sont supposés faire suivre les sanctions ne se trouvent pas être des poids lourds, comme on dit. Oui. Enfin. Alors, cela soulève pas mal de questions. Oui. Ce chiffre, je vais dire, oui. 2 zones désormais retenues pour la transhumance des animaux au Bénin. C'est une bonne initiative, c'est une bonne décision. Reste à voir quel sera le suivi qui en sera fait. On espère que cela apporte véritablement la paix et la quiétude que cela devrait apporter autant aux agriculteurs qu'aux éleveurs. Et voilà, c'est surtout dans le suivi qu'on pourra déterminer si cela fait du bien ou pas. Il faut aussi saluer ce travail qui s'abat. Je sens que c'est un travail très méticuleux qui se fait par le gouvernement. Ça dit que ils sont dans les petits détails. D'accord? Ils sont dans les petits détails, c'est bien. Cette décision, ce n'est pas maintenant qu'il faut prendre. On aurait pu prendre cette décision-là depuis 15 ans, 20 ans. La décision est à saluer, c'est certain. Oui. Donc, maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre, on attend de voir. Tout à fait. On attend de voir. Pourvu qu'il fasse le suivi. Et en tout cas, merci pour cette belle décision. Et si le suivi est bien fait, forcément, cela apportera... Oui, les résultats suivront. Cela apportera pas mal de paix entre agriculteurs et éleveurs. Oui. Alors, merci beaucoup, chers amis. Et merci de rester également. À présent, nous allons parler Think Cloud. Vous connaissez déjà cette rubrique-là. C'est l'occasion pour vous d'appeler. Il faut composer simplement le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous par ici. Nous parlions hier déjà de la relation parent-enfant. On aimerait bien que vous puissiez partager avec nous de petites astuces afin que nous autres qui ne savions peut-être pas comment nous y prendre puissions désormais mieux régler les choses et mieux gérer notre relation parent-enfant. Alors les amis, nous allons simplement planter le décor. Mori Agua est impatient de partager avec vous quelques astuces. On plante le décor et on vous revient. Eh bien voilà le téléphone qui sonne déjà. Nous allons y aller très rapidement, chers amis, afin de vous faire profiter de nos 2 saints de la semaine. Un ami en ligne? Oui. Bonjour, cher ami. Non, pas encore. Très bien. Alors, le numéro à composer, c'est le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous. Et nous parlons justement de la relation parent-enfant. Et pour en discuter avec moi, Testani Moudéon, Mori Agua, merci à vous deux d'être là. Merci Natacha. Alors, relation, je ne veux pas m'adresser à vous, je vais plutôt m'adresser au papa en studio. Alors, Mori Agua, relation parent-enfant. Papa en studio. Ben oui, puisque nous parlons de relation parent-enfant. Alors, Mori Agua, on a mis en ligne. Papa en studio. Bonjour, cher ami. Non, il n'y a personne. Très bien. Alors oui, vous êtes le papa en studio pour parler de... Vous n'aviez rien à dire. Pour parler de ce sujet-là. Ça m'a coupé la vie de parler. Pour parler de ce sujet-là. Vous êtes un papa ou pas? Vous êtes un bon papa? Et pourquoi papa en studio? Mais nous sommes en studio et vous êtes un papa. Alors, dites-nous, Mori Agua, quelle est votre relation avec vos enfants? Relation papa-enfant, c'est le bâton et la carotte. Et oui, donc, pourquoi la mine, il se rapproche de la caméra. C'est le bâton et la carotte. La relation papa. C'est le bâton et la carotte. Oui, c'est bien ça. Pour certains papas, ce n'est que le bâton.
Ce n'est que le bâton. Mais il faut, à un moment donné, le bâton jusqu'à un certain âge, il faut parler aux enfants. Il faut essayer de développer une complicité, de les amener à comprendre le fondement de tout ce que vous leur dites. Pourquoi vous le leur dites et à quoi ils peuvent s'attendre s'ils ne respectent pas les conseils que vous leur donnez. C'est vrai, il y a des enfants... Mais pas vous dites des conseils. Les conseils, on les prend pas. Oui, bon, c'est des conseils, mais... Les conseils, on n'est pas obligé oui, de mais les prendre. quand vous êtes dans une posture de dialogue avec vos enfants, moi, il y a certaines règles que l'on se fixe à la maison. Oui. Et il faut que les enfants puissent respecter ces ces règles-là. règles. Maintenant, il s'agirait de, si je vous suis bien, il s'agirait de les emmener à comprendre pourquoi ces règles-là. Et les punitions qu'ils encourraient si jamais ils ne respectaient pas les règles. Ils ne respectaient pas. Vous voyez, par exemple, il y a de l'ananas au frigo, et puis l'enfant demande est-ce que je peux prendre un peu d'ananas? Et vous dites oui, prends-en un peu. Laisse le reste. Vous revenez, l'enfant a mangé tout l'ananas. Là, vous avez les yeux tout rouges. Surtout si vous aviez fait entre-temps et que vous continuez sur l'ananas. Très bel exemple. Ça, c'est une situation qui arrive souvent. C'est parce que je l'ai vécu. C'est parce que je l'ai vécu hier. Ah, d'ailleurs même. Oui, ça va. J'ai dit, mais bon, attends. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais là? En fait, ce n'est pas l'ananas mon problème. En ce moment même, morosité économique intense. Non, ce n'était pas l'ananas le problème, mais c'est le fait le qu'on respect. prend un peu de l'instruction. C'est tout. Oui. Le fait que l'enfant n'ait pas respecté l'instruction du parent. En ce moment, on se demande, mais il y a un problème. Il y a un problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que je priorise le dialogue, je priorise les échanges, ou bien faut-il passer au bâton? On se pose la question, parce que c'est aussi simple. Le bâton, c'est de 0 à 21 ans. C'est la 22e année qui a la carotte. Non. Bon, ça, c'est chez vous. Il n'y a pas de carotte chez moi avant 21 ans. En plus, je sais que chez nous, là. Non, mais chez nous, là. Même après. Même chez votre mari, là. Il y a encore bâton là-bas. Qui va vous donner le bâton? Bon, on passe. Allez, racontez-nous l'histoire de l'ananas. Qu'est-ce que vous avez fait? De quel bâton parlez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Chez le mari, c'est parlons de l'ananas Moriagua. C'est la relation parent-enfant aussi. Bâton flexible? Quel bâton? Quand on est dépassé, eh bien on parle le fond en direct à la télé. Alors dites-moi, Moriagua, quelle a été votre réaction? Non, ma réaction, c'était que je lui ai posé la question. Vous vous êtes imaginé en train de le flageller en griffe? Non, pas du tout. C'est l'épisode où vous passez en tête. Non, j'ai dit, mais... Vous le passez à tabac. J'ai dit, mais... si je pouvais vous faire rire, j'allais le faire. Parce qu'en fait, derrière le grand frère, il y avait le petit frère. Oui. Mais le grand frère fait dos au petit frère. D'accord. Donc quand j'ai dit, allez m'apporter l'ananas, le petit frère me fait comme ça. Il fait comme ça. Il aide son grand frère, mais qui ne le voit pas. Et j'ai dit, mais où est l'ananas? Le grand frère me regarde. Le petit frère dit, il a tout mangé. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que je t'ai dit quand tu m'as demandé que tu voulais? Et il a répété. Il a répété. Mais il n'a pas respecté l'instruction. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Sincèrement, je n'ai rien fait. Vous y réfléchissez toujours? Non, je n'ai rien fait. Je lui ai dit, pourquoi je donne des consignes et tu ne respectes pas? Les consignes, quand les parents les donnent, il faut les respecter. Et c'est pour la dernière fois que je donnerai de consignes et que tu vas te comporter ainsi. Vous êtes gentil, hein? C'est tout. Oui, je suis comme ça. Vous êtes gentil. Et quand je le dis comme ça, sur un fait comme ça, si jamais il commet récidiver, mais moi, j'imagine déjà, pendant qu'il parle, en fait, j'imagine ma mère ou mon père dans le même scénario, le même schéma. Qui va te dire en une fraction de seconde, mes parents se sont passés en tête tous les schémas, toutes les façons de te taper. Est-ce la marmite, est-ce en fait, tout y passe. Et entre la seconde où ils y pensent, à ces personne ne te donne la leçon de civisme. Mais rapidement, vous recevez la correction qu'il faut. Avant même d'avoir pu dire oui, c'est fini, non, c'est fini. Vous savez, il faut aussi éviter. Vous avez dit tout y passe. Moi, j'ai déjà fait l'expérience.
Du tout, il passe Du tout, il oui, passe. parfois. C'est peut-être pour ça que vous êtes un si beau journaliste aujourd'hui. Parfois. Vous savez, il a fallu seulement qu'un jour je me fâche et que je prenne la ceinture et que je corrige mon fils pour qu'il y ait un peu de plaies partout sur le corps. Et ça a alerté les grands-mères. Oui, les grands-mères. Et puis, voilà. Ce sont des grandes-mères gâteaux ou pas Toutes gentilles. Oui, mais... Voilà le vous papa, voulez que je vous raconte une histoire? Voilà le papa qui tape ses enfants. Ma grand-mère, Maurice Agua, vous en parlez, ça me fait penser à elle, puisse-t-elle reposer en paix. Ma grand-mère, elle était, à la fin de sa vie, elle était paralysée. Elle n'arrivait pas à parler, elle se déplaçait. Quand je dis paralysée, elle se déplaçait avec une canne, une béquille. Enfin, c'était assez spécifique parce qu'elle prenait appui sur ça pour avancer. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et elle avait également une canne à côté d'elle tout le temps pendant qu'elle est assise au salon. Pour peu qu'elle vous dise, elle ne parlait pas, donc elle vous faisait des signes pour vous dire asseyez-vous ou disparaissez. En fait, elle arrivait à l'exprimer sans même pouvoir parler. Et quand elle vous a dit disparaissez, en une seconde, vous n'avez pas encore disparu, mais c'est la canne qu'elle soulève et vous la recevez partout sur votre corps. Wow. Partout où elle atterrit, quoi. C'est vous dire que je suis surprise que chez vous, vous ayez des grandes-mères gentilles. Vous ne voulez pas que je fasse partie de votre famille? Non, Natacha, une chose est sûre, non, mais cela reste la forme de relation que nous avons connue avec nos parents. Oui. D'une façon ou d'une autre, c'est en train d'évoluer. Au jour d'aujourd'hui, vous rencontrez des jeunes mamans. Des parents, des pères. Oui, qui aujourd'hui, vous ne respectez pas une instruction et qui peuvent vous dire c'est la dernière fois. Exactement. Mais chez moi, il n'y a même pas de première fois. Quoi. Non, mon papa me donnait des avertissements. Ah, d'accord. Quand tu fais quelque chose, c'est la troisième fois. Quand tu fais une erreur, c'est la troisième fois. Mais s'il t'attrape pour la troisième fois, franchement, tu verras Jésus. Le mien, c'est la première fois qu'il te sort la folie du corps, quoi. Wow. Mais ça ne se passe pas une deuxième fois. Non. Je pense qu'on est en train d'évoluer vers ce que certains appelleront de la parentalité positive, où on ne tape plus les enfants, on est dans le dialogue et tout, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, il faut taper les enfants pour les rappeler à l'autre, pour leur montrer le bon sens, justement. Parce qu'à un moment, on reste dans le dialogue, on discute et tout, mais ça ne passe pas. Donc, il faut leur sortir la folie du corps, comme dit la Bible. Oui, c'est ça. C'est biblique, ça. On ne les tape pas au prime abord. Et il ne faut pas traumatiser les enfants non plus. Moi, par exemple, je donne un exemple personnel. Moi, j'ai toujours eu ce rapport avec ma mère. Avant, il y a quelques années, où ça s'est rétabli. J'ai toujours eu un rapport de distance avec elle parce que c'était c'est pas vrai, c'est pas faux non plus, mais elle a toujours été la guerrière, c'est pas la méchante, mais la guerrière de la méchante oui. Papa est toujours là à te cajoler parce que je me trouvais toujours dans une posture de Benjamin, donc il me cajolait beaucoup, on tape pas, on lui fait beaucoup de cadeaux et tout. Mais maman, elle utilise tout. C'est comme le dit à l'autre, il y a le drone qui passe sur toi. Nous avons des amis qui nous appellent et qui malheureusement n'arrivent pas à rester en ligne. Hein. Vous inquiétez pas, le sujet reviendra lundi parce que c'est un sujet très important et nous n'avons fait qu'en aborder un seul aspect. Alors, la carotte, le bâton, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? C'est une question que les parents, aujourd'hui, en tout cas, se posent au quotidien parce qu'il est clair qu'on ne peut plus rester dans la même dynamique. Natacha, puisque vous parlez des enfants, est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des enfants qui vous montrent un autre visage à la maison? Oui. Et quand ils sortent de la maison à l'école, vous découvrez votre enfant autrement? Absolument. Ça peut être le contraire aussi. Hein. Absolument. Ça peut être le contraire, où l'enfant à la maison est lui-même et à l'école, c'est une toute autre personne. À l'image de mon neveu qui, à l'école, son maître dit, c'est un saint, le petit là. Il parle pas, il bouge pas. Quand je l'envoie au tableau, il fait ce pourquoi je l'ai envoyé, il revient s'asseoir. Mais il est trop sage. Et je dis, ah oui, il est sage. Venez voir à la maison. C'est pas possible. On parle du même petit. Imaginez une seconde. Oui. Ça me surprend. Non, mais quand lui, il est à la maison, il ne dormait pas. Son maître ne tarit pas d'éloges à son sujet. Le petit, il est super. Ses camarades devraient être comme lui. C'est le jeune homme qui est capable de rester en éveil jusqu'à 2h du matin.
taper dans la maison, je vous promets. Mais quand on vous dit qu'il est sage à l'école... Très sage et travailleur en plus. Il faut changer d'école. J'ai envie que l'école vienne à la maison carrément. Il faut lui changer d'école. Cette école ne contribue pas à son épanouissement. Alors nous allons, chers amis, vous présenter nos excuses déjà parce que vous avez appelé, on n'a pas pu vous installer là en ligne. Cependant, ce sujet-ci, le thème revient lundi, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, parce que c'est un thème très important dont il nous faut discuter de long en large. C'est une question d'actualité. Aujourd'hui, tous les parents sont dans la dynamique de « je ne veux pas répéter les mêmes erreurs que mes parents » parce qu'à un moment, j'ai été dans la posture où j'avais peur de mon père, j'avais peur de ma mère. Je pouvais pas discuter avec eux. J'aurais souhaité avoir été en mesure d'être un peu plus proche de maman ou de papa parce que cela m'aurait peut-être permis d'éviter certaines bêtises. Cela m'aurait peut-être permis d'être une meilleure personne aujourd'hui. Enfin bref, tous autant que nous sommes, nous avons été enfants à un moment donné. Nous avons passé le cap de l'enfance avec certaines cicatrices, certaines meurtrissures et tout ça, et on souhaiterait que nos enfants puissent en être épargnés. Et du coup, on se pose des questions au quotidien. Quelle est la bonne façon de s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le frapper dès la première fois? Est-ce qu'il faut attendre la 20e fois? Autant de questions que l'on se pose, et c'est le lieu justement de se donner de petits conseils ensemble, mutuellement, pour essayer de trouver le juste milieu, parce que être parent, c'est un métier, et un métier très difficile. Non rémunéré, et puis, en plus. Oui, en plus. Non, mais quand même, non rémunéré financièrement peut-être, mais après, à un moment donné, votre enfant, vous le voyez épanoui, vous le voyez heureux et vous en êtes fier. C'est pas faux. Ben voilà. Quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Malheureusement, le métier de parent, il n'y a pas de salaire. Votre seul salaire, c'est le plaisir ou la joie de voir votre enfant épanoui. Et je vous souhaite à tous, chers parents, de pouvoir véritablement trouver le juste milieu, histoire d'accompagner votre enfant dans son plein épanouissement pour que demain, vous puissiez être fiers de vous dire « j'ai élevé un enfant ». C'est un adulte aujourd'hui qui est épanoui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait du bien à la société, à toutes les personnes qui l'entourent. Ce n'est pas évident. Vous savez, quelque part, c'est peut-être un problème d'éducation également qui nous emmène au fait que dans nos rues aujourd'hui, il y a des bandits. Enfin, il y a tellement d'explications. Et je pense qu'à la maison, si on réussissait à trouver la bonne formule, on pourrait éviter pas mal de désagréments, autant pour nous que pour nos enfants. Alors, merci à vous, les amis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le plaisir, il est tellement grand que j'ai pas envie de vous laisser partir, mais je suis obligée. Je suis obligée. Moi non plus. Merci à Monsieur Cyr de l'autre côté. Chers amis, on sait qu'on ne dit pas Monsieur Cyr dans la profession. Vous me l'avez tellement chanté que oui, on sait, mais c'est affectueux. C'est le surnom qu'on lui a donné. On ne dit pas Monsieur Cyr, on appelle le nom et le prénom de la personne directement. On n'ajoute pas le monsieur. Mais on le sait. Mais après, tout le monde a des surnoms affectueux. Lui, pendant 24 heures, c'était Sexy Boy. L'autre, c'était Choco Boy et tout et tout. Par ici, de l'autre côté, c'est Monsieur Cyr. C'est Papa au studio. Non, c'est Papa au studio. Alors, merci à Monsieur Cyr. Merci également à la magnifique équipe autour de Monsieur Cyr de l'autre côté. J'ai peur de commencer à citer des noms pour en oublier d'autres et donc de faire des frustrés. Alors, oui, déjà ici, à Maro Militaire, merci à toute la splendide équipe. Merci également à tous ceux qui nous accompagnent du côté de Glo. Vous êtes super, vous êtes trop top. On va faire un clin d'œil à la rédaction d'Eden TV. Merci beaucoup à Loris. Voilà quelqu'un qu'on oublie. Oui, voilà quelqu'un qu'on oublie souvent. Alors, merci à lui et merci à tous nos amis du côté de Glo. Portez-vous bien, c'est le week-end, profitez-en à fond. Faites-vous plaisir, soyez heureux, vous en avez le droit, vous en avez besoin. Les routes pour ceux qui doivent voyager. Dormez. Rien ne presse. Allez-y, mollo. Allez-y, mollo, comme Maury dit, c'est très important. Et n'oubliez pas que rien ne presse. Vous avez votre temps, allez à votre rythme, c'est tout ce qui compte. Et le sourire, ne le perdez pas. Bon week-end, on se retrouve lundi de 7h à 9h. Souriez comme Maury. Bye bye.